Bonjour, bienvenue. Sachez que la vidéo est disponible sur ma chaîne Le Sommeil par Aurélie Montin ou alors sur mon podcast Insomnie hors de mon lit. C'est un vrai plaisir aujourd'hui pour moi de recevoir Julie Morin, qui est la fondatrice de la plateforme Envol, qui est une application de méditation, mais bien plus que ça maintenant aujourd'hui, comme nous allons le voir. Ça fait longtemps que je voulais vous parler plus amplement de méditation sur cette chaîne parce que c'est à mon sens un des outils fondamentaux pour prendre soin de soi et par ricochet pour prendre soin de son sommeil. Le lien entre méditation et sommeil n'est pas toujours celui qu'on croit et on va le développer avec Julie aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle a une vision vraiment très globale de l'approche de la santé et du sommeil, qu'elle aussi, elle a dû remettre beaucoup de choses en question, en perspective par rapport à sa propre santé et que de ce parcours, comme souvent, des parcours difficiles vont naître, vont émerger des choses merveilleuses et des prises de conscience merveilleuses. Et pourquoi je vous précise ça? Parce que je sais que c'est probablement aussi votre cas. C'est possible que vous traversiez en ce moment même des périodes difficiles, peut-être notamment autour de votre sommeil, mais vous allez voir que cet épisode, il vient vous apporter un outil, des outils même vraiment concrets pour que vous puissiez cheminer. Je ne vous en dis pas plus, je laisse la parole à Julie. Avant de démarrer votre épisode, par contre, n'oubliez pas qu'en descriptif de chaque vidéo, chaque podcast, vous avez bien sûr les liens qui renvoient vers le travail de mes invités et le lien qui renvoie également vers tout le contenu que je vous propose et notamment la possibilité de télécharger des fiches bonus, des fiches mémo pour prendre soin de votre sommeil avec des conseils pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en place chez vous. Place à l'épisode. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast pour ce nouvel épisode où nous allons parler de méditation. Vraiment Julie, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Je te le disais juste avant qu'on lance cet enregistrement parce que déjà, le sujet que nous allons aborder, il me tient particulièrement à cœur. Ça a été quelque chose de très important pour moi dans mon parcours de sortie de l'insomnie. Et puis aussi parce que j'ai été très sensible à ton parcours, parce que j'ai été très sensible à l'application de méditation que tu as développée. Et donc, je suis ravie qu'on puisse aller plus loin aujourd'hui, discuter de tout ça. Alors, bien sûr, je te propose de te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qui ne connaissent pas encore Envol, cette fameuse application de méditation que je viens d'évoquer, eh bien, puisse connecter avec toi, avec ton parcours, avec ce qui t'a amené là. Merci Aurélie et merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie voilà, de ton podcast et que tu me donnes la parole et pour vraiment parler un petit peu de mon expérience et de ce sujet qui est très intéressant et qui, je pense, concerne tout le monde. Tout le monde est vraiment concerné par le sommeil. Donc moi, je suis Julie Morin. J'ai un parcours de santé qui a été un petit peu compliqué. En 2015, je suis tombée très malade et j'ai eu une errance médicale de 7 ans. Je suis restée paralysée en chaise roulante pendant 4 ans. Donc vraiment une quête vers le retour vers la santé qui a été juste colossale. Ça a changé ma vie, ça a mis ma vie sur arrêt complètement. Ma paralysie des jambes, c'est devenu vraiment une paralysie de ma vie, en fait, où mon monde se résolvait autour de mon lit, parce que je pouvais pas sortir de mon lit. Et j'avais énormément de stimulation qui était très, très difficile pour moi, pour mon corps, pour mon système nerveux, en fait, à gérer. Donc j'ai vraiment eu tout ce parcours, en fait, du combattant de retour vers la pleine santé. Et j'ai appris énormément de choses parce que voilà, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et ça a été extrêmement révélateur dans plein d'aspects de ma vie. Et du coup, j'ai quitté mon travail. J'étais dans le marketing à l'époque. Et j'ai vraiment basé cette expérience de vie, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes en fait, parce que quand on vit quelque chose comme ça de si puissant, au final, après, on s'en sort, on a envie vraiment de transmettre aux autres, d'aider aussi et voilà, de partager un petit peu ce qu'on a vécu et d'être dans le... Ça devient une mission en fait un peu. Je pense que c'est le cas aussi pour toi Aurélie avec ce podcast. Et donc du coup j'ai créé mon entreprise avec mon partenaire Tim qui est mon fiancé aujourd'hui. Et on a créé Envol. Donc Envol ça a commencé par une application et aujourd'hui c'est vraiment en train de se transformer en plateforme où on est en train de lancer des programmes pour vraiment accompagner les personnes avec l'aspect plus de communauté. Mais c'est vraiment basé sur j'ai presque envie de dire l'épigénétique en fait, l'environnement qui nous entoure, l'environnement qui est aussi à l'intérieur de nous. Et en fait, à quel point cet environnement, on a le contrôle sur cet environnement pour vraiment moduler notre santé
notre santé cellulaire, l'expression de nos gènes, et à quel point en fait ça va vraiment impacter notre santé. Et quand on comprend qu'on a ce contrôle en fait sur cet environnement extérieur et intérieur, donc l'environnement extérieur, ça va être les piliers de la santé qui sont importants, et notamment un des piliers de cette santé, c'est le sommeil, bien évidemment. Quand on comprend un petit peu comment jouer avec ces piliers-là, et ensuite qu'on comprend ce monde intérieur, cet environnement intérieur, à quel point on peut le moduler, bah en fait, on devient complètement créateur, on passe de victime à créateur. Et c'est quelque chose qui, moi, m'accompagne dans ma vie de tous les jours, au quotidien, et qui m'anime, qui me passionne. Et voilà, je suis vraiment contente de partager un petit bout de mon chemin aujourd'hui et quelques-uns de mes enseignements qui, peut-être, j'espère, pourront vous aider. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui résonne très fort en moi. Avant justement qu'on aille un petit peu plus dans le détail, parce que là tu nous as jeté plein de perches et on va les saisir, hein. On va prendre ce temps ensemble là, aujourd'hui, et ça c'est super. C'est le fait de plus être victime. Moi j'aime vraiment bien voir les choses de cette façon-là aussi, parce que on passe d'une sorte de fatalité, mais presque une fatalité apprise, c'est-à-dire que on a presque appris que c'était une fatalité, et ça demande un énorme pas de côté de se dire mais non, en fait, je ne veux plus être victime, je veux être responsable. Et dans cette responsabilité, peut parfois y avoir une part de ah mais ça fait peur, parce que ça veut dire que que je vais devoir faire quelque chose. Et moi je trouve que le pendant, c'est la liberté. Parce que finalement, on a la liberté de pouvoir faire quelque chose, et on se donne des opportunités de changer réellement les choses. Et donc effectivement, c'est presque un changement complet de paradigme par rapport à ce qu'a pu être notre parcours, nos valeurs, notre façon de voir les choses, de voir la vie, de voir notre propre corps, notre façon de fonctionner, qui est révolutionnaire en fait, révolutionnaire à l'échelle de chaque personnalité, à l'échelle aussi parfois d'une famille, d'un groupe, voilà. Et puis possiblement justement avec typiquement des entreprises telles que ce que toi tu proposes, ce que moi j'essaye de proposer aussi à mon échelle, eh bien on va, voilà, on va dire, se répandre petit à petit à l'échelle de la société. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite bien sûr Tout quand à on fait. transmet comme ça. Ouais. C'est très intéressant ce que tu partages, et je pense que c'est un petit peu similaire à quand on vit quelque chose comme ça de très transformateur dans sa vie, et souvent au niveau de la santé. Je pense qu'on vit un petit peu les étapes un petit peu comme celle du deuil, les 5 étapes du deuil au début, où on est dans le déni en fait au début, et on a tendance à vouloir mettre la faute sur l'autre en fait. Comment est-ce que c'est possible que cette chose-là nous arrive? Et on va essayer de trouver voilà quelque chose dans notre extérieur qui va justifier cet état en fait. Et la remise en question de notre mode de vie et de nos choix au quotidien qu'on fait, elle vient tard en fait dans le cheminement. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans beaucoup de témoignages de guérison, le mien y compris. Et je pense que c'est quelque chose qui est normal, j'ai envie de dire. C'est un processus, c'est un cheminement où on va passer de ce déni, de cette identité de victime, en fait, en disant bah, regardez ce qui m'arrive. J'ai besoin de votre compassion, j'ai besoin que vous me regardiez, j'ai besoin que vous compreniez à quel point c'est dur pour moi en ce moment. Et je pense qu'on a besoin de ça au début. Et après, il va y avoir vraiment un changement qui va s'opérer. Et ça n'arrive pas pour tout le monde, en fait, ce changement. Il y a certaines personnes qui le portent à bras le corps, et en fait, qui vont vraiment prendre cette identité de malade, de victime, vraiment profondément, et qui vont rester avec cette identité-là. Et le problème, c'est que on vit dans un monde de vibrations, où on est des êtres vibrationnels, et ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, ça va être un état énergétique, une signature énergétique. Et à partir du moment où on reste dans cet état de victime, regarde ce qui m'arrive, c'est pas ma faute, regarde comme c'est difficile pour moi, mais en fait, on prend pas le pouvoir, on n'a pas fait ce changement. Et je pense que c'est intéressant dans notre cheminement de se demander à quel point on est, et de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de changer et de se dire, bon, très bien, il m'arrive tout ça, c'est dur, c'est difficile. Mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir reprendre le contrôle? Et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes en train de faire cette démarche personnelle, de développement personnel, justement, pour reprendre un petit peu, comprendre les clés de ce que vous pouvez mettre en place dans votre environnement pour pouvoir reprendre ce contrôle. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui est, pour moi, à mon sens, normal, voilà, de passer de cet état de victime à cet état de responsabilité, comme tu disais, Aurélie, et cette liberté, au final. Parce que effectivement, cette liberté, une fois qu'on a guéri ou qu'on a surpassé ce qui nous est arrivé, ces difficultés, à partir de nos ressources intérieures, bah en fait, mais quel pouvoir, quelle liberté en fait, parce que on aura toujours les clés, elles seront toujours là.
Donc ça donne un sens vraiment de pouvoir personnel qui est très fort. Complètement. Tu as évoqué, plein de choses et tu disais tout à l'heure que ça a commencé par l'application et maintenant c'est bien plus que ça et moi je te propose que justement d'un point de vue presque chronologique, on vienne un petit peu, regarder ce qui s'est passé pour toi et finalement ce qui est né de tout ça. J'ai, tout à l'heure parlé de méditation. Je voudrais qu'on commence par ça et ensuite on va vers ton parcours chronologique avec la méditation et puis aujourd'hui avec, tout ce qui est encore plus grand que ça. Mais déjà, la méditation, pour toi, est-ce que tu pourrais nous la définir de façon, la plus, j'ai envie de dire concise possible, sachant qu'évidemment ce sera à nuancer et à développer par la suite et le lien que tu fais avec le sommeil. Parce que, Mmh. j'aimerais bien, voilà, t'entendre là-dessus parce que moi je trouve que souvent il y a des raccourcis qui sont faits et sur lesquels moi je reviens régulièrement parce que ça me va pas ce que j'entends et j'aimerais beaucoup, t'entendre, là-dessus. J'espère que je vais donner la bonne réponse alors. Non mais Ce qui est justement intéressant, il y a c'est pas de bonne réponse, mais tu vois non, tout c'est à fait, un, tout à fait. les la façon dont on vient comprendre les choses et puis après, bah, chacun vient, justement ça en fonction de comment ça résonne. Bien sûr, glaner certaines informations qui leur font sens. Moi, ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours, la méditation, elle est venue assez tard, en fait. J'ai d'abord commencé par les piliers de l'environnement extérieur, dont le sommeil. J'ai mis en place plein de choses et au bout d'un moment, en fait, j'ai atteint un plateau où j'ai un petit peu stagné. Et c'est là qu'en fait l'environnement intérieur, du coup le monde de la méditation est entré, s'est ouvert à moi. Et donc du coup je vais faire le lien entre méditation et sommeil. Mais chronologiquement ça a été le sommeil que j'ai mis en place en fait au tout début. Et ensuite la méditation est venue. Et pour moi la méditation, je pense qu'il y a le terme de méditation, on le connaît tous, c'est très tendance en ce moment. Euh, Au début moi j'avais pas vraiment compris ce que c'était. Je pense comme beaucoup de personnes. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais Julie, moi, je n'arrive pas à méditer parce que j'ai trop de pensées». C'est ce que j'entends presque tous les jours. Mais ce que je leur Je te réponds rejoins. à ces personnes-là, voilà, ce que je leur réponds, c'est: «Ben, heureusement, parce que tu es humain, tu as un cerveau et notre cerveau, c'est une machine à penser. On a environ 70 000 pensées par jour. C'est presque c'est 3 000 pensées par heure et c'est presque une pensée par seconde. Donc, on est vraiment une machine à penser. Ces pensées, quand elles sont répétées de nombreuses fois en fonction des expériences qu'on a, elles vont devenir des croyances. Donc ça, c'est tout un autre sujet. Mais voilà, notre cerveau est vraiment une machine à penser. Et donc, du coup, quand vous êtes surstimulé par votre environnement, ou que vous êtes actif cognitivement, vous êtes au travail, etc., c'est le milieu de la journée, vous êtes vraiment alerte, vous allez vous asseoir, vous allez fermer les yeux, on va vous dire médite parce que c'est bien pour toi. Et là, vous fermez les yeux et qu'est-ce qui se passe? On a une pensée par seconde. Donc, vous pensez: «Ah mince, est-ce que j'ai vidé le lave-vaisselle? Est-ce que je suis bien assis? Il fait froid quand même un petit peu. Est-ce que j'ai envoyé cet email?» Donc vous avez toutes ces pensées qui vont être autour de vous. Et là, vous vous dites: «Oh, ça marche pas». Vous ressentez une émotion, J'arrive c'est la pas, je frustration. n'y arrive pas. J'y arrive pas. Vous vous sentez mal, vous vous dites: «Oh, il y a tout le monde qui parle de la méditation, ça a l'air facile, et cetera et moi, j'y arrive pas parce que j'ai trop de pensées». Donc déjà se dire: «C'est normal d'avoir des pensées». Il y a tout un ordre, en fait, une activité électrique du cerveau qui définit notre état de conscience. Donc notre état de conscience, en fait, c'est à quel point on est alerte ou endormi. En fait, c'est notre état d'éveil, hein. Et cet état de conscience, il est déterminé par des ondes cérébrales. C'est notre activité du cerveau. Et nos ondes cérébrales dans la journée, on en a une qui est plus rapide que l'autre, que d'autres, et ça va être les ondes bêta, par exemple. Les ondes bêta, c'est notre onde cérébrale qu'on va avoir dans la journée, à un moment donné. On va être dans ces ondes cérébrales bêta. Quand on s'installe, on va vraiment rester dans ces ondes cérébrales bêta, et donc on va avoir toutes ces pensées qui vont venir. Et donc du coup, l'intérêt de la méditation, vraiment moi, ma définition de la méditation, c'est simplement se rendre compte qu'on est en train de penser. Tout simplement. Et ça va être un muscle qu'on va activer. Donc on va s'asseoir, on va fermer les yeux et on va avoir une pensée. Et notre pensée, en fait, au début, quand on l'a, on est tellement, on s'en rend pas compte, on n'a pas de perte, on n'a pas de distance avec cette pensée. Donc cette pensée, elle va être comme un petit peu comme si on était dans un nuage et en fait, on est dedans. Donc on est tellement proche de cette pensée qu'on se rend pas compte qu'on a une pensée. Mais peu à peu, plus on fait cet exercice, donc par exemple, disons que la pensée, c'est est-ce que j'ai vidé le lave-vaisselle? On est dedans, on s'en rend pas compte. Et au bout d'un moment, elle s'éloigne un petit peu de nous et on se dit: «Ah tiens, je note que je suis en train d'avoir une pensée». Un petit peu comme si c'était le ciel bleu et que le nuage
s'éloignait légèrement de nous, prenait un petit peu de distance. Et donc du coup, c'est en ayant ce niveau de conscience, en fait, en se disant: «Tiens, je note que j'ai une pensée» et de choisir, donc de faire le choix conscient de revenir à l'instant présent. Et l'instant présent, on peut y revenir grâce à la respiration, à des sensations physiques, donc être plus dans le corporel plutôt que dans le mental. Ça peut être la surface, ce qui est sous nous, la température de l'air autour de nous, mais en général, l'ancrage, donc la respiration, ça marche bien. Donc vous allez faire ça. Et puis quelques secondes après, il va y avoir une autre pensée et ça va être le même processus. Donc vous allez être dedans, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez l'éloigner un petit peu. Ah tiens, je me rends compte que je pense et je choisis de revenir à l'instant présent. Et c'est la méditation, c'est cet exercice. Et plus on fait ça, plus naturellement il va y avoir un processus de ralentissement des ondes cérébrales et plus l'espace entre les pensées va augmenter. Et c'est cet espace entre les pensées qui est juste magique, incroyable, réparateur, régénérateur. On rentre dans le quantique en fait, on rentre dans un monde un peu qui est le subtil, qui est où notre monde intérieur devient plus important que notre monde extérieur et où vraiment une grande transformation peut se produire au niveau énergétique et au niveau cellulaire. Et il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit 20 minutes entre les pensées. Je crois que le maximum, ça a été 3 minutes par des moines bouddhistes. Donc 3 minutes entre deux pensées. Donc c'est vraiment court, et donc nous, à notre échelle de personnes un petit peu quotidiennes, il faut se dire que si on arrive à faire quelques secondes entre des pensées, ben déjà, se reposer dans cet espace va être extrêmement, extrêmement puissant. Et donc on n'a pas besoin de beaucoup, on n'a pas besoin d'heures et d'heures de méditation pour faire ça. Simplement, le fait de pratiquer ça au cours de la journée peut avoir un effet enfin moi, qui a changé ma vie complètement. Ah ouais, c'est vraiment très très intéressant la façon dont tu présentes ça. Et je te rejoins complètement que le fait de vouloir arrêter de penser, mettre off à son cerveau, c'est quelque chose que j'entends tous les jours aussi. J'aimerais tellement pouvoir mettre off à mon cerveau pour pouvoir m'endormir, hein, là, pour le coup. C'est un petit peu cette volonté-là qu'on me rapporte à chaque fois. Euh, c'est utopique, c'est-à-dire que là, on court après des chimères. Et donc, le fait de pouvoir accueillir ça et prendre la méditation comme un entraînement de l'esprit, plus que comme une espèce de baguette magique, parce que c'est vrai que tu dois l'entendre encore bien plus que moi, mais moi, j'entends tout le temps, j'ai essayé la méditation, mais ça m'a pas aidé à m'endormir. Alors, du coup, j'ai arrêté parce que c'est pas fait pour moi. Mais en fait, cette réflexion-là, elle est tellement dommage que elle mérite qu'on revienne dessus et qu'on s'arrête en fait et qu'on dise mais non, mais c'est tout simplement que vous n'aviez pas la bonne intention en pratiquant. Vous vous êtes trompé, vous avez essayé de visser avec un marteau en fait. Là, on n'est pas dans la bonne recherche finalement pour pouvoir Tout à fait, profiter tout pleinement. à fait. Tout à fait, et je pense que c'est aussi en fonction de où est-ce que la personne se trouve quand on reprend l'exemple des ondes cérébrales, par exemple, si la personne revient d'un effort cognitif intense et qu'elle va vouloir se poser en méditation, il faut accepter aussi que du coup, si on repense au ralentissement des ondes cérébrales, elle va être en bêta qui est assez haut. On a bêta haut, bêta moyen, bêta bas. Avant de rentrer en alpha, qui est l'état créatif, alpha, c'est quand le monde extérieur devient un petit peu et le monde intérieur voilà, cohabite un petit peu. C'est le pont vers le subconscient. Donc alpha, c'est un petit peu quand on regarde par la fenêtre et qu'on rêvasse quand on est enfant, par exemple, ou même dans la journée. Quand quelqu'un vous parle et au bout de 20 minutes, quand vous avez les yeux qui partent un petit peu, c'est que vous descendez en alpha. Si la personne, elle va s'asseoir en méditation et qu'elle est en bêta haut parce qu'elle a fait un gros effort cognitif, forcément, il va lui falloir un petit peu plus de temps pour arriver à cet état, et ça va pas être dans un claquement de doigts. Donc c'est un petit peu voir aussi où est-ce qu'on est au niveau de ces ondes cérébrales. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, par exemple, parce que la méditation, c'est un outil pour moduler cette vitesse d'onde cérébrale. Mais par exemple, la contraction musculaire, par exemple, va automatiquement nous faire passer de bêta à alpha. Donc ça va aussi nous faire ralentir nos ondes cérébrales. Donc quelqu'un qui va par exemple méditer après une activité physique
elle aura déjà ses ondes cérébrales qui sont plus basses et donc du coup, ça va être plus accessible. Et je pense que toutes ces personnes qui ressentent de la frustration parce qu'elles disent la méditation, c'est pas pour moi, elles n'ont pas simplement eu le bon guide en fait. Elles n'ont pas eu vraiment ce guide en fait de comment fonctionne leur corps, leur cerveau et de comprendre ces états de conscience qu'on appelle états de conscience altérés ou modifiés, où vraiment on va accéder à ça. Et il y a des techniques de méditation et nous sur Envol, parce qu'on est tous différents et justement on a le même cerveau mais on a tous on vient pas du même niveau en fait, en fonction de ce qu'on fait dans la journée et de la façon dont on vit notre vie. On va amener des audios qui sont différents en fonction des besoins et des ressentis de chacun. Et quand on se comprend mieux, en fait, c'est vraiment la base de tout. On arrive à voir quel outil est le plus efficace, en fonction de nos besoins. Oui, effectivement, et puis aussi en fonction des périodes de vie. Au-delà même du quotidien, entre chaque journée ou chaque moment de la journée, ça va aussi être en fonction des périodes de vie Ouais. que ça peut évoluer. C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir sur l'aspect guérison? Parce que moi, j'aime bien expliquer que notre énergie va là où vont nos pensées. Et c'est pour ça que quand on rumine, qu'on cogite et que ça, on ressasse mille une fois, en fait, on perd une énergie monstrueuse. Et c'est pour ça que de ralentir finalement ce flot de pensées, en tout cas, cet exercice dont tu parlais tout à l'heure, là, de venir prendre un peu de distance avec le nuage, ça permet finalement d'avoir plus d'énergie à distribuer ailleurs. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu entrevois le pouvoir un peu le pouvoir, je veux pas que ce soit ésotérique en le disant comme ça, mais le potentiel de guérison que ça amène, ou est-ce que tu l'expliques de façon différente? Est-ce qu'il y a d'autres choses à se représenter? Non, c'est une très très bonne question. On a tous un potentiel d'énergie quand on se lève le matin. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Moi, je sais que ce que j'ai eu comme problème de santé, ça a été que j'ai développé une maladie mitochondriale à cause d'une intoxication à une classe d'antibiotiques. Ils ont mis 7 ans à trouver que c'était ça, les médecins, mais ça a été mon diagnostic officiel. Donc les mitochondries, c'est les centrales d'énergie de la cellule. C'est ce qui produisent de l'ATP. Donc moi, toute la question de l'énergie, ça a été vraiment quelque chose qui a été très très important parce que je n'en avais plus. Ce médicament m'avait zappé mes réserves d'énergie, m'avait tué mes centrales de production d'énergie, mes mitochondries. Et donc du coup, je me comparais un petit peu à un téléphone portable qu'on chargeait et qu'on n'arrêtait pas de décharger en fait, et j'étais à 1% peut-être de mes capacités. Donc du coup, cette énergie, ça a été vraiment très important pour moi d'apprendre, parce que j'en avais très peu, d'apprendre comment la conserver, le peu d'énergie que j'avais, et augmenter du coup mes réserves d'énergie. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que quand notre monde extérieur est plus important que notre monde intérieur dans notre vie, donc par exemple quand on a très très peu de moments dans la journée où on va fermer les yeux et aller à l'intérieur de nous, ou se reposer mentalement, quand on est sans arrêt en fait vers l'extérieur, vers ce qui se passe, eh bien en fait on va donner notre capital d'énergie, on va donner un petit peu de tout à tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui occupe nos pensées, comme tu l'as très justement dit, va prendre un petit peu de notre énergie. Il va y avoir un lien vibrationnel entre ces choses-là, entre cette chose-là et nous. Parce qu'on y pense, cette chose y pense, et donc du coup, ça nous lie au niveau fréquentiel. Et donc du coup, dans notre journée, j'ai fait un petit peu un tableau, je me suis mis au centre d'une feuille et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a autour de moi et à quoi je donne mon énergie. Et là où on porte notre attention, notre énergie va. Donc à quoi j'accorde ce cadeau en fait, parce que mon attention c'est un cadeau, parce que c'est vraiment vital. Là, c'était vital pour moi. Et donc du coup, j'ai fait la liste, un petit dessin, des petites bulles autour de moi, liées par un trait, et je me suis dit qu'est-ce qui demande mon attention, mon énergie. Et donc du coup, il y a quoi? Il y a le téléphone, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a les forums où on parle de notre maladie, il y a mes beaux-parents, mes parents, les animaux qui sont peut-être malades, les tâches ménagères, le boulot, l'assurance, enfin voilà, toutes ces choses en fait dans notre vie qui nous prennent de l'énergie. Et donc du coup, je me suis dit moi on va dire que mon énergie c'est 100. Du coup, je m'éparpille en fait. Je donne tout ça à tout le monde. Et donc du coup, combien d'énergie il me reste pour pouvoir guérir mes cellules en fait dans la journée, parce que la nuit on se régénère bien évidemment, mais dans la journée, consciemment, quand je suis en état d'éveil, du coup toute cette énergie elle part, elle s'éparpille et il n'y en a plus pour moi. Mais là, vu que j'étais à 1%, je me suis dit c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc le simple fait de méditer, du coup de passer de bêta à alpha à theta, de remplacer que le monde extérieur s'évanouisse un petit peu pour que le monde intérieur prenne plus d'importance, là en fait je rassemble, je
je recollecte en fait toute cette énergie normalement que je disperse et je la ramène à mon centre, en fait, à mon essence. Et c'est à partir de là qu'on peut créer, parce qu'on crée avec vachement plus de pouvoir, en fait. Et quand on pose une intention là et que on va donner une direction en ressentant des émotions particulières de gratitude, de joie, d'amour, vraiment de ce qu'on a envie de manifester dans notre vie, et ben du coup c'est vachement plus puissant parce que du coup c'est voilà il y a vachement plus de pouvoir. Donc moi, c'est quelque chose qui a été fondamental dans ma pratique et qui l'est encore aujourd'hui. Maintenant que je suis guérie, que je remarche, que j'ai mon business, etc., je note qu'il y a des moments où ça m'arrive bien évidemment parce que la vie se produit, où je ressens un petit déséquilibre par exemple, et je vais en fait me demander, est-ce que justement il y a trop de choses qui me pompent en fait mon énergie et en quoi je peux revenir à moi-même. Et même si c'est pas forcément la méditation, parce que même si moi ça m'a changé ma vie et que il y a beaucoup de bénéfices, je sais que voilà, on est tous aussi, on a tous nos préférences, mais ça peut être simplement des moments de calme. Ça peut être des moments où on se recentre et on est juste dans le silence. On a une tasse de thé chaud ou de café à la fenêtre et on regarde les abeilles butiner, ou simplement accueillir en fait ces moments où on va véritablement créer une pause, en fait, une fenêtre d'espace qu'on agrandit, qu'on élargit dans la journée. Et quand on fait ça, on a l'impression qu'on altère notre notion du temps et qu'en fait la journée, elle se déroule différemment. Tout simplement, on court plus après les choses, mais au contraire, on se recentre et on arrive un petit peu plus à avoir cette notion de contrôle, même si le contrôle, c'est pas un mot forcément que j'aime beaucoup utiliser, mais cette sensation d'alignement plus avec les choses qui se produisent. De pas forcément être toujours contre tout et derrière et en retard, mais plutôt de naviguer avec les aléas de la vie et d'être plus, moins dans la réaction, mais plus dans le ressenti et vraiment cet ancrage avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment créer ces fenêtres d'espace en Mmh. accueillant beaucoup plus de repos mental, en fait, au final. Ouais, j'aime bien ce terme de repos mental et ce terme d'espace aussi. J'aime bien, quand je visualise ça, pour moi, c'est comme une ressource. C'est comme si je m'autorisais à avoir pour ensuite pouvoir donner. Et c'est vrai qu'on souvent on donne, sans avoir et du coup on donne pas beaucoup ou on donne «mal» entre guillemets, je mets des guillemets parce que la notion de bien ou de mal, mais je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. C'est-à-dire que on va beaucoup plus facilement donner ce dont on déborde et si on est, plein de ressources parce qu'on prend du temps pour soi, eh bien ce qu'on va donner aux autres, au monde, à sa famille, eh bien ce sera authentique, ce sera de qualité, ce sera suffisant. Donc moi je trouve que tous ces temps et comme tu le disais, là la méditation en l'occurrence c'est un outil, même si je trouve que c'est un outil que tout le monde, aurait intérêt à connecter avec, à tester, à essayer ça dans sa vie. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un outil et d'autres personnes vont aller plus facilement vers des choses un peu, oui, la marche en nature, la respiration et ça s'entend tout à fait. Mais en tout cas, le principal, c'est à un moment donné de se demander où on est. J'adore l'exercice que tu as fait et en plus, je trouve que c'est puissant de le poser. Pas simplement que ça reste dans la tête et de se dire: «Alors Ouais. j'ai l'impression que», parce qu'en fait, non, nos impressions, elles sont faussées. Notre cerveau, parfois, c'est très biaisé. Alors que quand on vient poser les choses, on peut vraiment faire le bilan. Donc je trouve ça, Tout à fait. vraiment, magnifique. Dis-moi, est-ce que tu pourrais, venir nous préciser certaines choses par rapport à la méditation? Comme, est-ce que tu as commencé toi avec, de la méditation, du coup, guidée? Qu'est-ce que tu penses, de la méditation non guidée? Je pose la question à dessein parce que je sais que justement dans l'application Envol, il y a il y a de la musique. Il y a des thèmes musicaux où on peut aussi faire de la méditation en autonomie et ça, je trouve que c'est in incroyable. Est-ce que tu médites, assise, en tailleur? Est-ce que c'est une, est-ce qu'on doit se plier à cette contrainte-là? Parce que physiquement, ça peut être une contrainte pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu médites, en marchant? Est-ce que tu médites, en mangeant? Est-ce que tu Mmh. peux nous donner un petit peu voilà, d'insight par rapport à ça? Parce que finalement, quand on se dit: «OK, je veux méditer, mais je fais quoi? Je me pose, je m'assieds, je m'allonge», enfin voilà. Ouais, c'est très intéressant et je vais développer un petit peu. Merci pour cette question et je pourrais vous proposer peut-être
de vous partager ma technique personnelle et vous montrer que je peux réussir à méditer. Et si je peux, vous pouvez tous. C'est vraiment pas pas un don ni rien, en enregistrant ce podcast avec toi. Voilà, donc ça peut être quelque chose qu'on peut faire en fait consciemment à tout moment de la journée. Donc moi, la méditation, j'ai commencé avec l'application Headspace de Andy Puddicombe, qui est anglais et qui a été moine à l'époque et qui a vraiment créé ça de façon assez modernisée. Et moi, ça m'a parlé au tout début. Donc j'ai un petit peu compris cette histoire d'onde cérébrale, cette histoire de nuages, etc. Et ce qui a été assez impressionnant, c'est qu'au bout de 3 semaines, donc je me suis mis en tailleur un petit peu comme tout le monde, j'ai commencé à faire ça. Et au bout de 3 semaines, la douleur que je ressentais à mes jambes, elle est passée de 8 à 3 quand je méditais. C'est comme si j'avais pris de la morphine. Incroyable. Donc ça, je me suis dit, oh là là, il y a un truc là parce que c'est incroyable que ça me fasse cet effet-là en fait. Il y a vraiment j'avais l'impression que c'était un câlin de mon système nerveux. Voilà, une réduction de la douleur qui était impressionnante et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à explorer. Donc du coup, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, parce que j'aime bien m'intéresser vraiment au fonctionnement des choses et je suis passionnée par du coup l'épigénétique, la physique quantique, le fonctionnement du cerveau. Et ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de comprendre comment on arrivait justement consciemment dans la journée à ralentir ces ondes cérébrales. Et mon but, c'était vraiment de conserver cette énergie, mais aussi d'activer mon pouvoir de guérison. Parce que j'avais 25 ans à l'époque quand je suis tombée malade, en fauteuil roulant. Je me suis dit, je vais pas rester toute ma vie comme ça. Enfin, je veux dire, il faut absolument que je fasse quelque chose le plus possible. J'étais en mode de survie. Ma vie s'était mise sur pause. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment ce pouvoir de guérison que je sais que j'ai en moi, en fait, qu'on a tous en nous. On se coupe la peau et la peau va guérir, va se régénérer, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais par contre, on sait que si on vit une vie qui est assez équilibrée, où on va bien dormir, où on va bien manger, etc., bah, la plaie va sûrement se guérir, enfin se cicatriser plus rapidement que si on allait en boîte tous les soirs, qu'on buvait de l'alcool, qu'on avait une hygiène de vie qui était mauvaise, en fait. Ça, on le sait plus ou moins. Mais donc du coup, voilà, je me suis dit à quel point, en fait, je peux retranscrire ce qui se passe la nuit, par exemple dans le sommeil où on guérit énormément pendant qu'on dort, dans la journée. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est là que la méditation est vraiment entrée dans ma vie, où je me suis dit, je vais retranscrire ce qui se passe la nuit, quand je suis en repos profond, au niveau physique, au niveau psychique, dans la journée. Comment est-ce que je peux faire ça ? Et donc du coup, c'est là que j'ai compris. J'ai lu un livre d'un auteur qui s'appelle Les Femi, qui a été vulgarisé par Joe Dispenza plus tard. Et Les Femi, avec sa femme, ils ont fait une série d'études et il a écrit un bouquin qui s'appelle The Open Focus Method en anglais. Et lui, en fait, il explique. Donc, le but de sa recherche, c'était véritablement de comprendre comment ralentir les ondes cérébrales sur demande, volontairement, parce que c'est là qu'on accède en fait à ce potentiel décuplé de guérison et de régénération. Donc comment on y arrive en fait ? On ferme les yeux, on a plein de pensées, mais est-ce qu'il y a une méthode pour y arriver ? Et lui, en fait, dans son ouvrage, il partage sa méthode et c'est très intéressant. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des électrodes sur ses étudiants. C'était un professeur dans une université et donc il a mis des électrodes sur le crâne de ses étudiants et il leur a dit, bon bah là, je suis en train de mesurer vos ondes cérébrales, vous êtes en bêta, puisque voilà, c'est votre niveau d'alerte d'éveil normal. Comment est-ce qu'on peut, voilà, je vais vous demander de faire des exercices et puis je vais voir quand est-ce que ça diminue. Et donc, on trouvera le secret de la méditation. Et donc, du coup, il leur a demandé de visualiser des lacs avec des papillons, des belles images reposantes. Et là, il y avait un léger ralentissement, mais c'était pas significatif. Et à un moment donné, il leur a demandé de visualiser l'espace entre leurs deux yeux. Et là, les ondes cérébrales, elles ont diminué d'un coup. D'un coup. Ça a été immédiat. Et en fait, ce qu'il a établi, donc il appelle ça la méthode open focus au lieu de narrow focus, donc qui est plus restrictif. Le open focus, en fait, c'est de ne pas se concentrer sur la matière, parce que ce que nous dit la physique quantique, donc la physique quantique, c'est une branche de la physique moderne qui se base sur, enfin, qui étudie le comportement des particules subatomiques. Ce que nous dit la physique quantique, en fait, c'est que tout autour de nous est fait d'énergie. Il n'y a pas vraiment de matière. La matière, c'est une illusion. Et donc, du coup, ce que Les Femi nous dit avec sa méthode de l'open focus, c'est que quand on se concentre sur l'énergie autour de nous, mais pas la matière, l'énergie, les fréquences, les vagues, en fait, automatiquement, on a un ralentissement des ondes cérébrales.
Et donc moi, c'est une méthode que j'utilise dans ma vie de tous les jours, que je peux faire pendant que je vous parle ici avec les yeux ouverts. Donc par exemple, je vais m'imaginer, pendant que je te regarde Aurélie là, pendant que je regarde par exemple, j'ai le micro en face de moi, je vais m'imaginer à quel point il y a de la distance entre moi et la porte qui est derrière moi, derrière mon dos. Je vais imaginer l'espace que mon corps occupe dans la pièce où je suis. Et ensuite, je vais le faire, mais au-delà de la pièce, dans tout l'espace où je suis. Et ensuite, je vais arriver à la ville. Et là, si vous regardez la vidéo, vous allez voir peut-être que mon œil est un petit peu parti vers la gauche. J'ai plus... bon là, si je reviens, voilà, j'ai un regard différent. Et en fait, là, quand l'œil part un petit peu comme ça, on voit qu'on est en onde cérébrale alpha. Et vous devez le voir avec quelqu'un qui, par exemple, si vous parlez à quelqu'un et que l'œil part un petit peu, vous savez qu'il vous écoute plus. Il n'a pas entendu ce que vous avez dit. Parce que son monde intérieur est devenu plus important. Il est dans ses pensées et dans sa bulle. Et donc, cet état-là, vous pouvez y accéder sur demande, en visualisant votre corps dans l'espace dans lequel vous êtes. Et plus vous faites ça, en fait, plus votre monde extérieur, votre monde physique tel que vous le connaissez, disparaît. Et vous vous retrouvez, vous, votre corps, au centre d'un espace noir, qui est l'espace de possibilité, qui est l'espace quantique énergétique, où en fait, c'est notre conscience, tout simplement notre conscience ici, qui a un point lumineux en fait, et se rendre compte en fait qu'on évolue dans un monde vibrationnel. Et en fait, on peut se reposer dans ce monde-là où rien de physique n'existe. Et là, on est en θ. Là, on est en onde cérébrale θ, où la créativité, l'imagination sont décuplées. Là, on accède au super cerveau. On n'est pas sur le cerveau qu'on utilise dans notre état conscient tous les jours, qui est un cerveau qui avance à la vitesse d'un escargot. Mais là, on est dans un cerveau qui va extrêmement plus vite, qui arrive à enregistrer, à envoyer des informations de façon spectaculaire. Et c'est pour ça qu'on a plus d'intuition. On se réveille, c'est pour ça qu'on a des idées quand on est sous la douche, quand on se réveille le matin, quand on va marcher dans un parc, parce qu'on a ce ralentissement des ondes cérébrales. Et donc, en comprenant ça, on va bien au-delà du simple fait « Ah, il faut que je médite pour aller un petit peu mieux ». Non, on accède des ressources en nous, à la fois de guérison, mais aussi cognitive, intellectuelle, une amélioration de l'apprentissage, de la mémoire, une intuition, des réponses à des problèmes qui sont absolument décuplés et en fait qui vous font devenir un peu un super humain. Donc vous passez de victime, malade, qu'est-ce qui se passe, à oh là là, je me suis jamais aussi sentie bien et j'arrive vraiment à prendre les rênes de ma vie et qu'est-ce que ça fait du bien. Tu m'étonnes. Là, ce que tu décris et ce qu'on peut atteindre comme état, est-ce que tu dirais que ça arrive très rapidement? On commence la méditation. Ok, je suis là le 7 novembre, je démarre aujourd'hui, je décide de méditer 10 minutes par jour. Je m'y tiens pas forcément tous les jours. Allez, admettons, je médite 4 fois par semaine. Je vais avoir cet état-là, ou alors vraiment, ça nécessite beaucoup de rigueur pour que notre cerveau il soit un tout petit peu plus dompté dans cette rigueur en fait de pouvoir revenir au moment présent et dans cette rigueur de concentration. Je te pose la question et c'est vraiment pas anodin parce que je trouve qu'on vit dans une société où notre concentration est vraiment mise à rude épreuve. On a très peu de concentration, de capacité de concentration. En tout cas, j'ai la sensation, mais bon, il n'y a pas que moi qui le dis, bien sûr, qu'on a beaucoup moins de capacité de concentration que possiblement les générations passées. Et on peut le voir aussi avec les enfants. Ça passe avec les écrans, avec les notifications, avec les publicités, avec tout va tellement vite que tout. Alors, est-ce que ça nécessite vraiment de prendre un temps pour ça, ou est-ce que notre cerveau il revient très naturellement à cette étape presque naturelle qu'il connaît naturellement et ça va vite en fait? Alors je pense que comme tout, c'est un entraînement. On a vu au début que la méditation, c'était cet entraînement pour vraiment noter l'espace entre les pensées. Donc au début, je pense qu'il faut avoir cette curiosité naturelle. Moi, je sais que je l'ai eu. C'était presque en fait, c'était pas académique, mais presque j'avais vraiment ce besoin de comprendre un petit peu comment marchaient les choses et j'avais besoin d'explorer la chose vraiment profondément. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent lâcher rapidement parce qu'elles n'ont pas de résultats, elles ressentent cette frustration et c'est vraiment quelque chose que je comprends. Donc ça va vraiment dépendre de la persévérance, j'ai envie de dire, de la personne. Ça va pas arriver dès le début, mais avec un bon accompagnement. Moi, on organise des retraites avec Envol, avec par exemple quelqu'un qui était venu où j'ai fait cet exercice de l'esphémie. Je leur ai fait faire l'exercice, a duré 4 minutes. La personne est venue avec un mal de tête. À la fin, elle m'a dit « Julie, c'est fou, j'ai plus mal à la tête ».
Donc où vraiment cet espace du coup a créé on passe de contrition à un relâchement de tout, qui fait qu'en fait on peut avoir des changements rapides. Et je pense que si la personne connaît des changements rapides, ben du coup ça va créer une habitude où on va revenir à ça parce qu'on note les changements positifs dans notre corps. Je pense que si la personne n'a pas forcément de changement rapide dès le début et qu'elle est un petit peu dans cette frustration, c'est quelque chose qui peut arriver. Et nous, ça a vraiment été notre mission sur Envol, de pas dire, bon ben voilà, il y a que cette méthode-là qui marche et faut faire ça. Et moi, c'est un petit peu l'aspect de la méditation qui m'a rebutée, même avant de tomber malade et quand j'entendais le concept de méditation, où pour moi, c'était un moine qui était dans le silence et où il y avait aucune stimulation et il fallait y aller, et si tu n'y arrives pas, c'est qu'en fait t'es nul. En fait, même si c'est pas ce qu'ils transmettent du tout, moi c'était mon ressenti que j'en avais. Et donc du coup, ce qu'on a voulu proposer sur Envol, c'est, en comprenant le fonctionnement de notre cerveau et du corps humain, d'arriver à donner différents outils qui vont permettre d'arriver à cet état-là. Et donc, par exemple, on a cet exercice-là dont je viens de vous parler, qu'on peut faire sans musique, sans support du tout, quand on ferme les yeux et en fait on prend conscience de sa respiration, on s'ancre dans le moment présent, on essaie de noter qu'on a des pensées et ensuite on note, on ressent, en fait, on va pas penser mais on ressent, donc on vient vraiment dans la sensation physique à l'espace qu'on occupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours sur un banc, dans un parc. Et ensuite, nous, ce qu'on a proposé avec Envol, c'est des méditations guidées. Donc, quelqu'un qui va vraiment vous amener à expérimenter ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on a par exemple des fréquences solféggio sur l'application, où en fait, c'est des musiques dans lesquelles on a inséré des fréquences qui sont basées sur ces ondes cérébrales-là. Donc, on va aller mettre des fréquences θ. Par exemple, une des fréquences solféggio qui est la plus utilisée d'Envol en France, qui est la 4e plus utilisée, plus écoutée, c'est un audio qui va s'appeler Favoriser le sommeil et qui est basé sur l'onde cérébrale θ de 4,9 Hz. Θ, c'est entre 4 et 7 Hz, donc là c'est 4,9, donc c'est vraiment au début de θ. Et on a mis cette fréquence dans cet audio qui dure entre soit 10 minutes, soit 20 minutes, soit 30 minutes. Et les gens l'aiment beaucoup parce qu'en fait, ils se le mettent dans les oreilles le soir. Et c'est ces personnes qui n'ont pas forcément cette approche de la méditation où ils veulent essayer d'explorer cet exercice parce qu'ils sont épuisés avec plein d'autres choses et ils ont juste, c'est pas leur truc, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, ça va être plus un exercice de support, j'ai envie de dire passif, même s'il n'y a pas du tout de connotation négative sur ce mot passif, mais c'est quelque chose qui va venir vous chercher en fait, qui va venir chercher vos ondes cérébrales et les ralentir. Et donc du coup, on a cet apaisement qui est naturel et qui vous fait en fait arriver à cet état d'endormissement qui est naturel, qu'on connaît normalement tous les jours, à part quand on a des déséquilibres de certains piliers ou de certains processus dans le corps qui font qu'on connaît des difficultés d'endormissement ou de sommeil. Mais voilà, on va aller vraiment mettre ces fréquences. Et on a un autre outil. D'ailleurs, dans les fréquences, on a une autre fréquence qui est aussi beaucoup écoutée qui s'appelle sommeil réparateur, où là, en fait, ça va être 60 minutes et ça va vraiment mimer le processus naturel d'endormissement du cerveau. Donc, on démarre en alpha, on passe en θ et ensuite en delta. Et à côté de ça, on a un autre outil qui s'appelle les voyages sonores en 3D. Et là, on va encore plus loin, dans le sens où là, vraiment, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de faire de la méditation. Moi, je sais que les 3D, j'ai presque envie de dire, c'est ce que j'utilise le plus sur l'application parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de faire l'effort de méditer. J'ai juste envie d'être accompagnée, qu'on me prenne par la main. Et les 3D, ce qu'on a fait là-dedans, donc c'est des voyages sonores en 3D qui sont à destination géographique. Donc il y a le Tibet, l'Écosse, sous l'océan, qui vous emmènent quelque part, qui vous font un petit peu rêver. Il faut savoir aussi que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc quand on s'imagine dans la forêt, par exemple, du coup on va avoir une diminution du cortisol, on va écouter les oiseaux chanter et d'un point de vue physiologique en fait et biologique, quand on entend les oiseaux chanter, on dit à notre cerveau qu'il n'y a pas de danger, parce que les oiseaux ne chantent pas quand ils sont en danger, quand ils ressentent le danger. Donc, tout va bien. Donc, boum, diminution du cortisol, activation du système nerveux parasympathique et donc, du coup, du système de réparation, de régénération. Et donc, du coup, ces 3D, ça va être dans un cadre de nature, avec des sons qui passent d'une oreille droite à l'oreille gauche, qui vont venir masser le nerf vague. Et on a mis dedans la fréquence de la Terre, c'est la résonance de Schumann, donc qui est à 7,83 Hz. Donc là, on est vraiment sur quelque chose en fait où on vous amène à cet état-là, et après vous y restez parce que c'est l'état naturel du corps aussi de se reposer. Mais ça va être des outils qui vont être pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal ou qui simplement ont envie de voyager, juste de se faire plaisir en fait, pas forcément d'avoir
cet élan de méditer, de se dire: «Allez, je vais méditer». Donc moi, ça dépend vraiment des moments de la journée où je vais faire une méditation active, accompagnée ou non accompagnée. Un 3D, je sais que l'après-midi vers, après manger ou vers 15 heures, j'adore faire une séance de 3D parce que je m'allonge, je mets les écouteurs et je pense à rien, je me laisse aller. Et voilà, et les fréquences qui sont beaucoup appréciées aussi, par nos utilisateurs. Donc ça dépend des Mmh. besoins, ça dépend des moments de la journée, ça dépend des facilités de chacun et de cette curiosité qu'on a tous. Et voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais comportement, c'est simplement, comment on y accède à cet état, et une fois qu'on y est Et accédé, oui. en fait, on se rend compte des bénéfices et on y revient parce que c'est addictif. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir plusieurs portes d'entrée pour tester. Et c'est aussi pour ça que je te Oui, posais la question tout à l'heure du démarrage, parce que souvent on veut faire des choses, mais en fait il y a une friction qui est assez importante parce qu'on se dit ok, là je vais commencer un truc, mais par contre je vais pas forcément avoir les résultats avant 6 mois. Et pour le cerveau humain, dé- de comment dire, délayer, enfin euh, ah mince, je trouve plus le mot, de reporter autant la récompense, en fait, la satisfaction immédiate de ce qu'on fait, c'est plus intéressant que voilà, d'avoir des résultats qui commencent dans 6 mois. Et donc, du tout coup, à ça peut fait. être une friction qui est trop importante. Et moi, ce que j'avais constaté, je te partage ma petite expérience par rapport à ça, quand justement j'ai démarré la méditation. C'était pour mon sommeil, mais ça a été, pour ainsi dire, une vraie catastrophe parce que je voulais vraiment réussir à quelque chose. Et c'est pour ça que je comprends d'autant mieux, hein, les gens qui me disent: «Mais moi j'y arrive pas» ou quoi que ce soit. Je comprends parce que si on y va avec une volonté de réussir quelque chose, c'est vraiment compliqué. Et quand, justement, donc ça c'était plusieurs années avant même que tu vois que je tombe complètement en vrac, que je sois un peu au bout du bout et que je reprenne en main mon sommeil. Et quand à ce moment-là, je me suis dit: «OK, je vais intégrer de la méditation dans mon programme pour m'occuper de mon sommeil», parce que c'était comme ça que je l'avais pensé. Eh bien, je me suis pas dit, «Je veux atteindre ça avec la méditation». Je me suis presque pas dit: «Je vais méditer». Je me suis dit: «Je vais me prendre un temps». Donc c'est pour ça que ce que tu disais au tout début de notre échange, je trouve ça ultra pertinent. Je me suis dit: «Je vais prendre un temps et dans ce temps, bah, je vais y mettre quelque chose». Donc je m'asseyais, moi j'arrivais pas, j'étais pas confortable en tailleur, j'étais pas, ça me faisait mal au dos, ça me faisait mal à la nuque, j'avais tendance à m'avachir, enfin j'étais pas bien. Donc en fait, je m'asseyais dans une chaise normale. Et ça, avant, c'est pareil, j'avais tendance à me mettre la contrainte d'être forcément assise en tailleur, par terre, et du coup, il y avait trop de friction, en fait, à ce que je puisse, continuer ça tous les jours. Donc là, je m'asseyais, si possible, au rayon du soleil, dehors. Et puis, bah, je me mettais mon minuteur, je me disais: «OK, là, j'ai un quart d'heure et qu'est-ce que je fais pendant ce quart d'heure?» Et en fait, très naturellement, j'ai senti que mon corps, il allait vers cet état méditatif. Que justement, j'écoutais les oiseaux. Et donc après, je faisais plutôt, tu vois, du balayage, corporel, ou aussi, un peu comme dans le NSDR où en fait, j'allais chercher les sons les plus loin, je me rapprochais de moi, de mon souffle. Et très naturellement, je me suis dit: «Mais en fait, là, j'ai envie de méditer». En fait, c'est presque, tu vois, Ouais. la méditation qui est venue à moi. Et du coup, j'ai commencé à mettre des guidages de méditation pendant ces moments-là parce que j'ai senti que ça allait m'accompagner dans cet espace que je m'offrais, tu vois? J'adore ce témoignage, merci de partager ça, et c'est très intéressant d'avoir eu cette prise de conscience, en fait, que c'était cette résistance qui énergétiquement, en fait, quand tu es contrainte comme ça et que tu as cette résistance vers une attente de résultat, en fait, ça marche pas. Et il faut vraiment Mmh. s'ouvrir, en fait, et quand tu dis que la méditation est venue à toi, c'est vraiment se rendre compte que c'est un état dont on a tous, dont on peut tous bénéficier, qui est là, à portée de main. Et quand tu partages que tu es allé chercher des sons lointains, des sons proches, etc., en fait, tu as fait cet exercice de l'asphémie sans le savoir. Lui, il le fait visuellement, mais ça peut aussi se faire auditivement. Il y a une méditation sur un vol qui s'appelle Quiétude matinale, qui se base sur cet exercice exactement, d'augmenter l'espace entre les sons. Donc vraiment de partir sur cet effet-là. Et toi, tu l'as fait vraiment naturellement, ce qui est vraiment intéressant. Et de créer cet espace, en fait, donc c'est venu à toi, et c'est là que ça a commencé à fonctionner pour toi, donc c'est merveilleux, vraiment très chouette. Ouais. Merci, merci beaucoup. Et je pense qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui vont peut-être se reconnaître, que ce soit dans ce que tu nous partageais par rapport à ta pratique ou là par rapport à ce que moi j'avais pu vivre. Ou Ouais, alors peut-être que ça va tout à fait, inspirer, et c'est ce que j'espère aussi. tout à fait. Ce que Et j'aime si je peux beaucoup, juste vas-y. oui, Excuse-moi, non, je voulais non, juste dis-moi, rebondir un petit peu parce que j'allais en
Tu me parlais tout à l'heure de des positions aussi et j'en ai pas parlé parce que tu me disais aussi que justement tu t'étais enlevé cette pression de devoir méditer en tailleur et que justement c'est Mmh. en ça que tu as libéré cette Ah bah, ça m'a résistance en changé fait. ma vie, ma pratique par rapport à ça. C'est Mmh. très, très juste, de voir ça comme ça hem, je pense que il y a vraiment moi ce que j'enseigne quand je parle de méditation, c'est qu'il y a différents types de méditation en fait. Pour moi, il y en a 2. Il y a la méditation qui va être activante, donc la méditation où vraiment on va vouloir, aller chercher quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, entrer dans ce monde intérieur et générer une émotion, une intention et une direction. Donc ça va vraiment être de l'ordre de la manifestation en fait, donc changer notre signature émotionnelle vibratoire à l'intérieur pour changer notre vie. Donc ça c'est la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Et ensuite on a les méditations qui sont reposantes, qui sont, voilà, ben, juste simplement reposantes. Donc vraiment qui vont activer le système parasympathique et qui vont être dans la régénération. Et je pense que quand tu as ouvert cette fenêtre de calme, ça a été plutôt une méditation reposante, donc quelque chose voilà, qui ouvre cette voie, cette fenêtre. Et en fait, ça dépend la position. Pour moi, le seul moment où elle est importante, en fait, ça va être dans le choix de ces méditations-là. Quand on est dans une méditation qui va être reposante, on peut tout à fait avoir n'importe quelle position confortable. Le seul truc, je dirais, que je conseille en général, c'est quand la personne s'endort systématiquement. Donc, quand la personne s'endort systématiquement, c'est qu'elle a besoin de sommeil pendant la méditation. Donc, en général, c'est les gens me disent «Ah, j'ai pas envie de m'endormir, comment je m'endors, etc.» Ben, tout simplement à cause de la compartimentalisation du cerveau. Quand on est allongé, on envoie un signal au cerveau qui dit, ben, c'est le conditionnement, hein, que c'est le moment de dormir. Donc, il y a certaines personnes qui associent ça littéralement, enfin, plus facilement que d'autres en général, et qui vont se dire, voilà, ralentissement des ondes cérébrales, je suis allongé, je dors. C'est le moment de dormir. Donc, Mmh. si on a un besoin de dormir, on dort. Si on a envie de rester avant delta et de rester dans theta, donc de rester dans un état de conscience altéré où on n'est pas dans l'inconscient, on est juste dans le subconscient et on est conscient d'une certaine façon de ce qui se passe, on a le cerveau superconscient, on va venir, du coup, si on a tendance à s'endormir, se relever un petit peu, mais toujours être hyper confortable. Donc, faut pas qu'on ait de douleur corporelle parce que ça va nous ramener dans le présent, dans le conscient. Donc, essayer de trouver vraiment un endroit, et moi, c'est ce que je conseille dans ma pratique de méditation aux personnes que j'accompagne, de dédier un endroit dans la maison qui est spécial pour la méditation. Avec des coussins, avec une petite lampe au sel rose de l'Himalaya ou un petit cocon en fait qu'on crée dans la maison où on a, alors moi c'est vraiment quelque chose que je conseille aussi, j'ai un petit panier où j'ai mes écouteurs dedans et un masque de méditation. Donc c'est un masque, j'utilise la marque Manta Sleep qui est incroyable pour dormir et pour méditer, où il y a vraiment les petites poches pour les yeux qui sont où il y a beaucoup d'espace, on peut les enlever. Enfin, c'est quand je recommande en général, les gens en achètent 10 après parce que c'est juste trop bien. Donc j'ai mon petit Manta Sleep dans mon panier, j'ai mes écouteurs, donc je n'ai pas à les chercher, donc il n'y a pas d'excuse. Ah non, mince, où est-ce que c'est? Je peux pas méditer ou quoi si je médite avec Envol. Et donc je m'installe, j'ai tout à disposition. Et ce qui est très très important quand on veut créer une expérience de méditation comme ça, c'est justement de ne pas avoir d'attente sur le résultat. Et de l'inscrire dans une routine de façon à ce que ce soit possible dès le début. Donc moi, ce que je me dis tous les jours, c'est tu t'assois. Donc j'ai 1 heure dans la journée où je le fais, j'aime bien le faire le matin en général. Je m'assois et je me dis, même si je m'assois 15 secondes, c'est très bien. Donc je m'assois, je prends ma respiration, je ferme les yeux, je rentre en moi-même. Et même si ça dure 15 secondes, parce qu'il y a des jours où je me dis, oh, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas envie. Eh ben, du coup, c'est pas grave, j'ai créé cet espace pendant 15 secondes. Et on conditionne le corps à créer cette routine. Et du coup, c'est pas, ah non, faut que je m'assoie 1/2 heure tous les jours, parce qu'en fait, on le reporte parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Donc, essayez d'avoir ces micro-buts, ces micro-objectifs à mettre en place. Et au final, vous allez voir que des fois, les 15 secondes vont se transformer en 4-5 minutes. On a des méditations de 5 minutes sur Envol, où en fait, en 5 minutes, la journée, elle change complètement en fait. La façon dont on se comporte dans la journée est complètement différente. Et donc ce qu'on va émettre va complètement changer. Et C'est en ça, ça justement que c'est en ça justement que ça va être encore plus facile de s'endormir le soir. Parce que c'est vrai que, on n'a pas fait ce lien direct, mais finalement il émane de toute notre conversation là aujourd'hui. C'est pas parce que je vais méditer 3 minutes que forcément je vais tomber
endormi et du coup ça tu le disais tout à l'heure, ça peut être vrai à l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut pas dormir pendant la méditation puis finalement on s'endort, mais souvent c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on aimerait bien dormir, on se met une méditation puis on attend puis finalement on s'endort pas. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a un élément au milieu. Il faut pas oublier cet élément sur le chemin, c'est-à-dire que si je prends du temps pour méditer, je vais avoir un état d'être qui va être différent et qui va être plus propice au moment du coucher pour s'endormir. Mais si on zappe cette case du milieu, eh bien, en fait, on perd le fil. Et justement, tu vois, tu développes là ça, et c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, du coup, tu as fait la transition parfaite parce que je voulais dire que, et c'est le cas sur Envol, c'est qu'il y a des moments de méditation, enfin plutôt des sujets de méditation pour chaque moment de la journée, chaque émotion qu'on vit ou qu'on veut vivre aussi, l'état justement dans lequel on veut être. Est-ce que je veux être plus dans l'énergie, dans la concentration, dans le calme, gérer un moment d'anxiété, etc. Mais ça peut très bien se faire le matin et ça va aider le soir. Ça peut se faire dans la journée et ça va aider le soir au moment du coucher. Bien sûr, ça peut se faire au moment du coucher ou ça peut se faire la nuit parce que ça nous semble être le bon moment, mais c'est pas non plus obligatoire de lier ce temps de méditation au moment du coucher. Ça peut apporter plein de bénéfices à différents moments de la journée. Et même justement dans finalement cette notion de concentration ou alors d'être plus énergisé, ben, ça peut tout aussi bien aider à se calmer justement plus tard parce que l'état d'être dans lequel on sera, il sera joyeux, il sera positif et on va rayonner certaines choses qu'on va garder avec nous en fait. C'est très, très juste et je pense que ce lien entre ce repos mental dans la journée et le sommeil, il est pas forcément évident pour beaucoup de personnes. Mais moi, c'est vraiment s'il y a parce que le sommeil, c'est vraiment un pilier que j'ai exploré au tout début. Avec l'alimentation, ça a été un des premiers piliers que j'ai mis en place au début dans mon parcours, dans ma remise en santé. Et s'il y a 2 choses vraiment qui pour moi ont été fondamentales pour le sommeil, pour améliorer la qualité de mon sommeil, donc il y a 2 choses. La première, c'est l'exposition à la lumière naturelle, mais fondamentale. Et la deuxième, c'est la charge mentale. Mmh. Et j'aime bien voir ça comme, un petit peu un quota de charge mentale. Donc moi, quand je dis charge mentale, je pense à bêta parce que c'est vraiment ces ondes cérébrales dans lesquelles on est quand on est en charge mentale et puis surtout avec voilà, notre vie d'aujourd'hui, c'est les notifications sur le téléphone, le truc qui bip, les appels, enfin voilà, on est surstimulé constamment, donc on est tout le temps dans cet état-là. Un peu notre quota à la fin de la journée. Est-ce qu'on est resté en bêta ou est-ce qu'on est allé un peu en alpha? Est-ce qu'on a créé une fenêtre d'espace dans la journée mentale? Et alors la fenêtre d'espace, ça peut être la méditation, ça peut être avoir marché dans un parc, par exemple, s'être assis sur un banc, avoir regardé des enfants jouer, ça peut être avoir pris un bain, ça peut être juste avoir soufflé 5 minutes et avoir fermé les yeux. Et donc, est-ce qu'on a un petit peu, ou même de l'activité physique, parce qu'on a vu que l'activité physique aussi ralentissait les ondes cérébrales. Donc, est-ce qu'on a créé un petit peu cet espace dans la journée? Et si la réponse est non, moi je sais, et je le vis aujourd'hui tous les jours, je ne dors pas. Je n'arrive pas à m'endormir, mais forcément, parce que le vélo, en fait, il est coincé en bêta. Il est coincé dans cette charge mentale. Et donc, du coup, bon, il y a bien évidemment d'autres piliers qui vont influencer sur le sommeil, l'activité physique, l'ancrage à la terre. Il y a d'autres choses, bien L'alimentation, évidemment. bien sûr. Voilà. Mais du coup, de simplement avoir créé cet espace dans la journée, donc d'être sorti de bêta, eh ben, pour moi, personnellement, et je le vois autour de moi aussi, si c'est non, s'il n'y a pas eu de moment, l'endormissement est compliqué. C'est systématique. Systématique. Et c'est hyper intéressant, en fait, parce qu'on se dit: «Ah ouais, mais en fait, les 5 minutes que je prends là, ça va m'aider à dormir». Bah oui, parce qu'on lui montre le chemin, en fait, au cerveau. C'est un chemin qu'on emprunte plus facilement. Et c'est vraiment Exactement ce ça. chemin de quoi? Ah non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Enfin, ça correspond. Je le dis pas de la même façon, mais j'adhère à 3000%. Oui, c'est ça. C'est super et c'est vraiment ce chemin qu'on emprunte du coup d'état de conscience et on choisit, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait et qu'on a un petit peu expérimenté, on va choisir où s'arrêter. Donc on va être en esprit conscient dans la journée, on va choisir de rentrer en état méditatif ou toute autre activité qui va nous faire baisser nos ondes cérébrales, hop, on va rester dans le subconscient et ensuite, hop, quand on s'endort, on laisse tout.
il y a toute une... voilà, on lâche tout et là, on rentre dans l'inconscient avec du delta et du repos profond. Et donc, du coup, c'est voilà, ce cheminement vers les états de conscience dont on a le contrôle. Et on peut pas rester tout le temps dans le conscient en bêta. C'est juste pas possible, en fait. Et même le cerveau n'est pas fait pour ça. Structurellement, ça nous fait du mal. Et il y a une émotion qui ressort quand on reste trop dans l'état bêta, c'est l'anxiété. Tout Trop à de fait. bêta égale anxiété. Voilà. Et l'anxiété, en fait, c'est Et quoi? puis C'est le un signal du cercle corps. vicieux de l'hypervigilance, en fait. Et on est coincé. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est normal. On essaie de s'endormir. On a passé toute la journée en bêta. Et là, on se dit, ben mince, pourquoi ça marche pas? Ben oui, parce que du coup, on lui a pas montré le chemin. Ouais. Et ce que j'aimerais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que on place souvent notre contrôle au mauvais endroit. Ça, Mmh. c'est ce que je constate, je l'ai constaté pour moi, du coup, enfin, j'en ai pris conscience par rapport à moi et je le vois, du coup, de façon empirique dans mes consultations au quotidien et quand j'échange avec des gens. C'est-à-dire que on est justement, pour reprendre tes termes, on est en bêta tout le temps et donc parce qu'on doit contrôler des choses dans notre journée, on doit faire des choses, on a des rendez-vous, on doit penser à ça, on doit être à l'heure, on doit aller chercher les enfants, faire les courses, s'occuper de la maison, blablabla. Et à un moment donné, notamment pour le sommeil, mais pour plein d'autres choses qui plutôt relèvent de ce qu'on appelle le lâcher prise, on veut contrôler aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. on est dans un surcontrôle. Ouais. J'ai en tête les paroles d'une de mes clientes qui me disait: «Mais Aurélie, à quoi je dois penser le soir pour m'endormir?» Mais en fait, c'est dans ce surcontrôle, j'ai envie de dire, on maximise les ondes bêta parce qu'en fait, on cherche quelque chose, mais en fait, on cherche comme un rat dans sa roue, en fait, parce qu'on n'a rien à trouver. Alors que finalement, si on déplace le contrôle, qu'on laisse de côté ce qu'on doit faire, mais qu'on place le contrôle sur simplement se dire: «Je m'autorise à prendre un temps et ce qui se passe dedans, je lâche, Mmh. juste je place le contrôle sur le cadre», bah, ça change absolument tout. Et en fait, c'est exactement ce que tu es en train de nous dire dans ces différentes C'est pauses de la journée, quelle que soit la forme qu'elle prend. c'est très, très juste. C'est vraiment ça. On rentre dans un état de flow, en fait. Oui. Et moi, je suis en train de... Bon, j'ai la chance d'avoir mon entreprise et du coup d'être mon propre patron. Et j'essaye vraiment, je suis en train d'essayer de manager ma journée pour bénéficier le plus possible de mes capacités et d'être le plus heureuse, parce qu'en fait, c'est le but ultime, je crois, d'être heureux. Et je suis vraiment passée d'un esprit assez français, entrepreneurial, du présentéisme et de productivité et de tout faire Mmh. bien et de passer des heures à comment je peux faire mon travail le mieux possible en, dans le moins d'heures possible. Donc j'essaie de travailler environ maximum 4 à 5 heures par jour, surtout le matin, parce que pour moi c'est le matin où je suis la plus productive, parce que j'ai passé une nuit de sommeil a priori très restauratrice, donc qui m'a vraiment permis d'avoir des capacités cérébrales accrues. Donc je vais passer mes premières heures du matin comme ça très très productives. Et ensuite, alors c'est vraiment mes horaires personnels et je suis encore en train de les affiner, mais entre 15 heures et 17 heures, c'est mes 2 heures où exactement ça décrit ce que tu viens de nous partager, où je m'autorise cette fenêtre, cet espace, dans les 2 heures. Et je sais pas du tout ce que je vais faire cette journée-là, mais je m'autorise ce temps, en fait. Et des fois, c'est quelque chose d'intuitif où je crée quelque chose et j'ai adoré créer pendant ce moment-là et au final, ça ressemblait à du travail. Mais c'est pas Mmh. grave, c'est juste 2 heures, en fait, qui sont à moi, où je m'autorise à être dans ce flow, dans cette intuition, dans ce qui est juste pour moi à ce moment-là. Il y a plus de contrôle, il y a plus d'attente, il y a juste presque, je reçois en fait. Et c'est incroyable. Voilà. J'ai une question par rapport à ton application. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre application? Puisque du coup, tu nous as dit que tu pratiquais, tu en avais essayé d'autres, enfin voilà, tu connaissais les méditations guidées, il y a déjà des applications de méditation qui existent. Mais toi, tu t'es dit, OK, je veux créer quelque chose de différent, j'imagine, ou quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est parce qu'il te manquait quelque chose Mmh. dans les applications que tu connaissais? Quel est aujourd'hui le plus de l'application en vrai? Mmh. C'est une très bonne question. Alors, mon objectif, dont je vous ai partagé aussi au début, c'était vraiment d'économiser de l'énergie.
parce que j'en avais très peu. Et j'allais chercher des outils un petit peu partout, sur YouTube, sur des applications, sur d'autres plateformes. Et je les avais un petit peu dans plein de dossiers, dans plein de choses. Et ça me demandait de l'énergie de rassembler en fait ces outils et aussi d'aller fouiller en fait, d'aller fouiller sur YouTube ce qui était bien, ce qui était pas bien, d'expérimenter. Et j'avais pas forcément le temps ou l'énergie de faire ça avec beaucoup beaucoup de choses, mais j'ai dû le faire parce que ça m'a vraiment ça m'a permis d'aller mieux. Et je me suis dit à un moment, pourquoi pas créer un outil où en fait il y aurait tout. Ce serait une boîte à outils où il y aurait tous les outils qui me permettent et qui permettraient aux autres d'aller mieux, d'accéder à ce pouvoir de guérison qui est en chacun de nous. Et parfois, sur certains outils, je me disais, je me fais un petit peu chier. Ça m'a beaucoup aidé, mais il y en avait où je me disais, là, la musique, elle aurait pu être comme ça, ou l'intonation aurait pu être comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas le créer moi? Et donc, du coup, j'ai fait appel à une équipe que j'ai découvert au fil des années. Donc, Envol est disponible en 3 langues, en espagnol, en français, en anglais. Et on travaille avec un compositeur qui est iranien, qui est un virtuose, qui est incroyable, et qui va vraiment répondre au brief que je lui ai écrit pour que, et c'est ça vraiment l'atout et l'avantage d'Envol, je pense, par rapport aux autres plateformes, aux autres supports, c'est qu'en fait, la musique va venir jouer et danser avec les mots. Il y a chaque note, chaque fréquence qui est inclus dans les musiques, dans les audios, qui va être là pour une raison. Et c'est toute une composition, en fait, sonore qui, physiologiquement, apporte des résultats incroyables et qui fait qu'en fait, on joue avec ce qu'on a envie de jouer, en fait, ce qu'on a envie d'activer dans le corps, que ce soit régénération, donc on va avoir quelque chose de très apaisant, que ce soit activation, donc on va avoir une musique orchestrale qui va venir chercher une émotion et l'amplifier. C'est tout un jeu avec la musique, la voix, l'intonation, qui va faire qu'en fait, on va aller où on veut, on va développer, on va aller vers un objectif souhaité. Et moi, ça me passionne chaque jour de pouvoir créer des outils comme ça en fonction aussi des retours des utilisateurs et de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie d'entendre et d'écouter. Et de se dire, en fait, on va créer un outil moderne pour répondre aux problèmes de la vie moderne, au final. Et puis il y a cette notion de motivation aussi, puisque malgré tout, plus c'est, comme tu dis, plus la musique, elle emporte, plus on a envie de sa prochaine séance de méditation. Et puis vous avez aussi fait qu'il y ait des petites notifications pour dire « Eh oh !» faut pas oublier. Et puis il y a les petites phrases aussi, les phrases qui justement permettent de se parler à soi-même d'une façon différente, parce que souvent on est quand même très dur avec soi-même. Je pense qu'on est on n'accepterait pas que quelqu'un d'autre nous parle comme on se parle à nous-mêmes. Et donc ça fait du Jamais. bien d'avoir justement des phrases où on se dit « Ah ok, je m'autorise à dire cette phrase vis-à-vis de moi-même. Oui, il le faut, c'est important. » Donc c'est vrai que vous avez vraiment essayé de penser les choses larges. Ouais, et puis de le voir comme un guide, en fait, quelque chose qui vraiment nous soutienne au quotidien et nous rappelle, en fait, qu'on a ce pouvoir à l'intérieur de nous. Donc, en fait, c'est pas Envol qui est spécial, c'est pas l'application qui est spéciale, c'est nous qui sommes spéciaux. Et comment, en fait, on active ce pouvoir en nous. Et donc, Envol, c'est un moyen pour activer ce pouvoir. Et ça fait du bien. Et effectivement, ces petites phrases positives qu'on entend toute la journée, effectivement, on se parle à nous-mêmes plus qu'on parle à n'importe qui d'autre. Et en général, c'est négatif. Et ça vient de croyances qu'on a accumulées au fil de nos expériences et de croyances fondamentales qu'on a à propos de nous-mêmes, qui nous aident un petit peu à naviguer ce monde et à le comprendre. Mais des fois, c'est complètement erroné, c'est complètement limitant. Et en fait, on va venir un petit peu taper, taper à la porte du subconscient, l'ouvrir et un petit peu aller dans le système d'opération de tout ça et dire on va changer quelque chose à partir de là, parce qu'en fait, c'est là que le pouvoir il est, et c'est là que c'est notre essence, c'est notre centre. Et quand on comprend ça, quand on l'expérimente, et en fait, on note à quel point il va y avoir des effets positifs qui vont se refléter dans le monde extérieur, dans notre réalité. Et plus on se rend compte de ça, en fait, plus on va continuer à faire des pratiques comme ça. Et voilà, nous, on est très contents d'avoir réussi notre mission, en tout cas de proposer des outils qui soient utilisés, qui soient faciles d'utilisation et qui soient assez diverses pour que ça convienne à tout le monde au final. Julie, ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'on est ensemble et vraiment, je voudrais pas abuser de ton temps. C'est déjà absolument super que tu aies pu nous partager tout ça aujourd'hui sur le podcast. Mais avant de conclure, j'aimerais bien quand même que tu puisses nous dire ce que c'est aujourd'hui Envol, parce que tu nous as dit ça a démarré avec l'application, mais aujourd'hui c'est plus que ça, parce que finalement, vous organisez des
des méditations de groupe, donc en live. Vous proposez aussi, pardon, justement des séjours, donc des rencontres. Et on sait combien le présentiel, il est important, combien ce Mmh. lien entre les humains qui se perd tellement aujourd'hui. Même là, tu vois, moi, je rêverais d'être avec toi dans la salle, juste un micro entre nous et de pouvoir se voir. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font en visio à distance. Donc là, vous proposez du présentiel. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'y passe finalement dans ces séjours? Oui, donc en vol, effectivement, ça a commencé par une application. On n'aurait jamais pensé faire des séjours, quand on a commencé et en fait, on s'est rendu compte à quel point on voulait, hem, explorer cet aspect de l'épigénétique, donc du coup de l'impact de l'environnement sur notre santé, sur notre longévité, en présentiel et donc du coup, nos séjours en vol, ce sont des séjours de 7 jours. Hem, on en a fait 5 en 13 mois. Et donc c'est une semaine où il y a un groupe de personnes qui se rencontrent et qui vont explorer l'impact de l'environnement sur leur santé. Donc l'environnement extérieur, on passe une journée à en parler, enfin c'est une matinée où c'est très bref en fait, où on crée l'environnement pour ces personnes-là parce qu'en fait c'est très difficile, mais c'est de guérir dans un environnement qui ne change pas et parfois à la maison en fait il faut simplement sortir un petit peu de cet environnement, Mmh. se rendre compte de quelque chose et de revenir. Ouais. Et donc du coup voilà, on crée un environnement extérieur qui soit favorable à notre santé cellulaire à tous les niveaux. Donc un bon niveau d'ensoleillement, on se met les pieds à la terre, on dort bien, on mange bien, on est en groupe, on rigole. Voilà, il y a une belle qualité de l'air. Enfin voilà, il y a tous ces facteurs qui sont mis en commun. Et d'ailleurs, les gens nous disent qu'ils dorment bien. D'ailleurs, c'est marrant, c'est vraiment le truc à chaque fois qui ressort alors qu'ils partagent des chambres. Et ensuite, on va passer Mmh. les 6 jours d'après sur l'environnement intérieur. Donc on va aller démarrer, on va aller gratter des croyances fondamentales, on va aller un petit peu comprendre ce qui se passe là, on va enseigner des techniques du coup pour ralentir ces ondes cérébrales et on fait beaucoup de méditation, mais aussi beaucoup d'ateliers qui vont nous permettre de mettre en lumière, nous les accompagnants, ces croyances fondamentales pour aller les changer après. Et donc du coup, quand on change ça au niveau énergétique intérieur, puisque 95% de la façon dont on vit notre vie vient du subconscient. Donc, si on veut un changement durable, il faut aller dans le subconscient pour le changer. C'est pas seulement un choix conscient, parce que ça, c'est que 5%. Donc, du coup, on va vraiment dans ce subconscient, on va changer des choses à travers des pratiques théoriques et de méditation et d'ateliers qu'on fait. Et ça a été un succès franc. On a des retours incroyables et même des personnes qui sont revenues l'année d'après, qui ont changé, que j'avais du mal à reconnaître parce que étaient d'une confiance en elles alors qu'elles sont arrivées complètement différentes l'année d'avant. Enfin voilà, c'est des très très belles choses. Et en fait, on s'est dit, on a envie aussi, nous, de proposer ces séances en présentiel en ligne, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui peut se déplacer, tout le monde qui est disponible, et c'est des petits groupes aussi en retraite. Donc on va vraiment lancer là des programmes. Il y en a un qui va sortir, j'ai une masterclass de méditation qui va sortir en janvier. Elle est déjà en anglais, mais je vais la sortir en français avec un challenge de 15 jours. Donc ça, ce sera parfait pour comprendre un petit peu mieux la méditation. Donc c'est 2 heures où j'explique vraiment plus en détail la méditation et 15 jours de challenge. Donc là, vraiment, où on accompagne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on note, en fait, cet accompagnement qui est nécessaire pour Mmh. beaucoup de personnes, en fait, parce que ça nous rend responsable en fait de notre progrès et on a envie parce qu'on est dans l'émulation du groupe et c'est plus enrichissant. Et on va avoir un programme sur l'énergie qui sera mené par ma collègue Mathilde, qui est une naturopathe extraordinaire, qui a une énergie de dingue, donc elle sera parfaite pour ça. Et elle va le sortir en mars, il me semble. Le programme sur l'énergie qui sera 45 jours. Et donc là, du coup, ça va être un programme qui va être basé sur l'application, sur des outils, avec toute une réflexion autour du coup, de la santé mitochondriale et de l'énergie et comment en avoir plus dans la journée. Voilà. Donc on développe ces programmes pour accompagner qui sont basés sur l'application comme support, mais avec l'énergie du groupe, Et et oui, l'énergie vraiment de cette intention qui est quand même plus puissante, quand on est tous ensemble. bien sûr. C'est déjà plus facile de passer à l'action. Il y a vraiment Oui, quelque chose qui emmène dans le groupe. Puis il oui, y a des belles rencontres. Enfin, c'est assez fantastique. oui. Bravo de proposer tout ça. Je trouve que c'est une belle suite par rapport à l'application en elle-même. Merci. Où est-ce que là, les personnes qui nous écoutent peuvent aller regarder un petit peu plus en détail ce que vous faites, ce que tu proposes? C'est quoi la meilleure porte d'entrée? C'est Instagram? C'est un site internet? Alors vous pouvez regarder notre Instagram, c'est envol.fr. Sinon, le site internet, c'est envol.app. On est en train de le changer vers un autre URL parce qu'on est en train de rendre la plateforme un petit peu plus que l'application, comme je l'ai expliqué. Mais pour le moment, c'est envol.app où vous pouvez télécharger sur Android ou sur Apple.
Et je peux te proposer aussi un code si tu veux partager avec ton audience qui peut donner 30 Super. jours. Voilà, Ah si ça oui. te dit, qui vous donnera 30 jours, donc tu le mettras peut-être en description ou dans la... Je mettrai ça en Voilà, descriptif. De toute façon, je mettrai les liens qui voilà, renvoient à ton travail. Et puis voilà, oui, super. effectivement, le code super, je mettrai ça à Super, donc découvrir. ça proposera 30 jours gratuits, sans engagement, Mmh. où vous pourrez tout découvrir pendant 30 jours. Et donc, du coup, à l'issue des 30 jours, soit vous restez avec un compte gratuit qui a des fonctionnalités limitées, soit vous passez à Premium, euh, qui peut être aussi très intéressant. Voilà. Merci infiniment, Julie. On va conclure. Là, moi, ce que je retiens vraiment de ce que tu nous as partagé, c'est effectivement, pas de contraintes en amont. On vient pas là avec un objectif quelconque. On prend ce temps. On peut commencer même par quelques secondes et ça peut nous emmener sur quelques minutes et ça, c'est déjà précieux. Euh, Sur l'application, il y a vraiment un univers musical aussi qui va aider à la pratique, qui peut parfois même se substituer à une pratique lorsque vraiment on est complètement, on a l'impression qu'on n'aura pas l'énergie de faire quoi que ce soit, on se laisse emporter. Et puis de se mettre aussi un petit espace chez soi, même si c'est qu'un petit coussin, des fois on n'a pas beaucoup de place, mais en tout cas un espace, parce que comme tu le disais, à un moment donné, le cerveau il fonctionne vraiment par association. Et donc si on a ce petit espace qui est dédié, qui est consacré, ce sera encore plus facile. Et puis finalement, n'importe quel moment de la journée, n'importe quelle posture ou n'importe quelle activité qu'on fait peut être propice à un moment donné un état méditatif. Le principal, c'est de pouvoir apprendre à un moment donné à venir chercher cet état de conscience qui est un petit peu différent pour pouvoir profiter pleinement de ça. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin dans cette conclusion? C'est une très très bonne, un très très bon récapitulatif. Et je pense, voilà, juste le petit mot de la fin, c'est simplement se rendre compte aussi du lien entre charge mentale et sommeil, parce que c'est vraiment quelque chose qui, voilà, Mm. qui est pas évident, mais en fait qui est absolument lié. Et donc du coup, de faire tout ce que tu viens de récapituler là, de toutes ces petites pratiques en fait dans la journée qui vont créer cet état de repos mental, qui vont véritablement améliorer le sommeil. Et quand on dort mieux, voilà, tu le sais mieux que tout le monde, c'est simplement, voilà, on recharge les batteries, on fonctionne beaucoup mieux, on est plus heureux, on a une meilleure humeur. Et c'est, voilà, simplement de s'optimiser, en fait, d'utiliser nos ressources naturelles. Et ce qui est hyper intéressant dans tout ça, c'est que tout est gratuit. Tout est gratuit. Je veux dire, quand tu partageais ce moment où tu es allé dehors à la lumière naturelle du soleil, tu as écouté les oiseaux, tu as fait cet exercice et la méditation est venue à toi, c'est gratuit. C'est une ressource intérieure qu'on a, qui est extrêmement puissante. Et donc, du coup, c'est juste d'avoir cette petite curiosité en fin de podcast, de vous demander où vous en êtes dans votre chemin de vie, dans votre vie, où vous vous dites, est-ce que je suis encore à la recherche d'éléments extérieurs? Est-ce que je dépense tant d'argent dans des compléments alimentaires, dans des choses extérieures qui vont venir ramener cet équilibre, ou est-ce que, au contraire, au début, d'abord, je vais chercher dans mes ressources, je vais puiser dans ces ressources intérieures, je vais les activer, parce qu'en fait, elles sont en dormance dans chez beaucoup de personnes. Et c'est comme si on avait un pouvoir magique avec une baguette et que la baguette, elle était au grenier. Ben, on va aller chercher la baguette, on va l'activer et on va se rendre compte qu'en fait, il y a un brasier à l'intérieur de nous, et se rendre compte des choses absolument merveilleuses qui peuvent se passer une fois qu'on s'autorise à l'activer. Et oui, bien sûr. Et il y a quelque chose on n'a pas eu le temps, pour le coup, là d'évoquer, mais en fait, il faudrait des heures pour pouvoir tout balayer, bien sûr. Mais c'est aussi cette notion de sens, d'alignement personnel. Et je trouve que ça, justement, on va le toucher beaucoup plus facilement dans des états méditatifs, parce que tu parlais tout à l'heure de la créativité, tu parlais de plein de choses qui, justement, émergent dans ces moments de- d'apaisement mental. Mais cette notion de sens aussi qui est tellement corrélée au sommeil, au fait de pouvoir dormir, de s'endormir, d'avoir confiance dans son sommeil et de pourquoi je me réveille le lendemain, et bien je trouve qu'on va la toucher d'autant plus avec la méditation. Mais bon, voilà, ce serait encore peut-être un C'est un autre autre sujet à sujet, développer, mais c'est très, très intéressant. C'est vraiment un questionnement aussi que j'ai beaucoup entendu dans les retraites, de gens qui viennent en quête de sens, en quête mmh, de mission, et qui se demandent: «Mais quelle est ma mission?» Mais en fait, à partir du moment où on reprend cette énergie, on se reconnecte à son monde intérieur, en fait, on se reconnecte à ses valeurs, à ce qui nous fait mais vibrer, c'est ça. à notre essence, et ça se révèle devant nous. En fait, on vient pas le chercher, il vient nous chercher. Et c'est très juste, ouais. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion.
Avec grand plaisir. En tout cas, vraiment, Julie, merci pour ce temps-là Merci à toi. que tu viens de nous accorder sur le podcast. Bravo pour tout ce parcours, pour tout ce que tu et vous Merci avez Aurélie. créé et mis en place. Et puis, bien sûr que dans la description du podcast, les auditeurs et les auditrices, bien sûr, pourront trouver les liens pour aller chercher un petit peu plus loin et te Super. retrouver. Bonne Merci continuation beaucoup à toi. Aurélie et bravo à toi aussi pour cette belle initiative que tu as de proposer des pistes comme ça gratuites pour le sommeil. C'est très très enrichissant et c'est vraiment chouette que tu aies cette mission de vie du coup aussi. Bravo à toi. Merci. À une prochaine fois, Julie. Au revoir, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura nourri, qu'il vous aura enrichi de quelque chose de nouveau, de différent et que vous aurez envie d'aller encore plus loin pour prendre soin de vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Vous avez vraiment, j'insiste, la possibilité de faire vivre cette chaîne. Vous avez la possibilité aussi de continuer à faire vivre le podcast en le partageant comme vous le faites déjà depuis presque 5 ans maintenant pour qu'il continue à grandir et à être écouté et ces vidéos vues par un maximum de personnes. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.